première partie, on a regardé le métier de scénariste. On va continuer d'en parler, bien sûr, mais là, on va parler plutôt de l'évolution de l'industrie du cinéma, donc plus en général. Peut-être pour commencer, quel est le rôle et les responsabilités d'un scénariste pendant la pré-production, puis même après, s'il y a un après? Quand tu parles de pré-production, moi j'ai envie de te parler de développement. Ouais. Mais parce qu'il peut y avoir un rôle aussi dans la partie pré-production. Mais là où c'est sûr qu'il y a un rôle, c'est dans la partie développement, parce que c'est là où c'est le scénariste qui va du coup écrire l'histoire. Le scénariste peut arriver par plein de biais différents, plein de chemins différents. Il peut être appelé par la production pour écrire une histoire. Il peut être appelé par la production pour réécrire une histoire. Il peut arriver avec sa propre histoire. Et du coup, on lui optionne son script. Donc du coup, son script, son scénario. Il peut aussi arriver avec des idées. Et du coup, il écrit après le scénario qui après va être lancé en production plus tard. Et est-ce que j'oublie des chemins? Non, c'est toutes les étapes du scénario. Oui, donc il est écrit forcément. Ensuite, il va être, on s'en sert pour financer un film en fait. Finalement. Voilà, oui. C'est quand même la base. C'est sans scénario, il n'y a pas de financement, à moins que vous soyez déjà un grand nom, fils ou fille de, puis alors soudainement les fonds se libèrent, alors que même votre idée, elle est plus ou moins conceptualisée. Non, on vous donne de l'argent, on vous prête de l'argent en échange d'un film en échange, et bien sûr un scénario. Après, il sert aussi donc sur les bases de discussion pour que des producteurs ou productrices vous accompagnent. Ça peut servir pour qu'un réalisateur ou réalisatrice trouve cette histoire intéressante. Oui. Et après, ça peut servir à beaucoup de départements. Une fois que disons que le film va être financé et dans ce petit triptyque prod, réa et scénariste, eh bien vous vous retrouvez avec un document qui va servir à beaucoup de gens, c'est-à-dire le chef opérateur ou la chef opératrice va prendre le scénario et se dire ah oui, je vois je vois les plans ou les difficultés qu'il va y avoir en plus d'un découpage d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Vous avez les scripts qui sont nécessairement avec le scénario parce que ils vont travailler dessus pour refaire un découpage des différentes scènes et essayer de suivre. Et pourquoi ? Eh bien parce que faire un film, ça demande du temps et ce temps, il a été mesuré par la production avant et donc est chiffré en argent. Sur la base du scénario. Exactement. Et donc pas du tout sur la base du scénario du réa. Alors après, on peut dire qu'il y a un scénario de tournage, mais admettons que ce soit le scénario comme ça. Et tout à l'heure, c'est vrai qu'on discutait, Vincenzo prend son verre. Mais forcément, si vous estimez que ce plan va faire 10 minutes, parce qu'il va prendre le verre avec une lenteur absolument phénoménale, ou au contraire, il va prendre violemment le verre, ça c'est un point de vue. Et le métier de script, par rapport au scénario, elle va se dire, mais moi je connais un peu mon réa, il ou elle travaille comme ça, alors je sais que cette scène-là, je vais devoir la prévoir un peu plus longue. Et on est toujours sur le même document de travail, en fait, qui est commun pour tout le monde. Voilà. Et après, une fois que le film est terminé, en post-production, il n'y a plus vraiment d'utilité à avoir le scénario, mais c'est rigolo parce qu'il y a un autre podcast, en fait, sur ça, qui s'appelle « Et le scénario », qui invite justement beaucoup de gens à venir discuter sur quel est votre rapport à ce fameux document. Et on voit bien que tous les gens se projettent dessus pour faire les costumes, etc. Mais tôt ou tard, il y a quand même la vision du réa qui vient se rajouter par-dessus et c'est lui ou elle qui répond oralement un peu aux questions. C'est la base de discussion. Voilà, en fait, c'est ça. Ouais. Souvent, d'ailleurs, quand tu réalises et que tu parles avec tes chefs de département, un des trucs qui revient très souvent, c'est qu'ils viennent avec une première vision par rapport au scénario qu'ils ont lu. Et donc, ils ont fait une interprétation par exemple, des costumes. Parce que sur le scénario, il y a peut-être une ligne qui explique le costume de tel personnage. Et donc, le chef costumier ou la chef costumière, elle a fait sa propre projection et tout. Et là, je le rejoins. Donc, le réa, il se positionne. Peut-être qu'il n'est pas totalement d'accord avec aussi ce qui a été écrit dans le scénario. Peut-être qu'il le voyait différemment. Et du coup, là, le scénario commence un peu à évoluer, changer. Pendant une pré-production, le scénario change. C'est pour ça qu'il parlait de scénario de tournage. Et là commence un truc qui est intéressant, c'est aussi le rapport dans le cas qui nous intéresse un peu plus où le scénariste n'est pas le réalisateur. Là, il y a un premier rapport avec le scénariste
qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va évoluer, est-ce que c'est le scénariste qui doit lui-même faire les modifications ou pas. J'ai envie de dire, c'est contractuellement que ça se règle, tout ça. Et les pratiques changent selon les pays aussi, selon les types de production. Ouais. Mais si vous voulez vraiment être royaliste, enfin être vraiment très carré, normalement, c'est le scénariste qui devrait faire toutes les modifications. Dans la pratique, souvent c'est pas comme ça que ça se passe, mais des fois il y a des bonnes collaborations aussi entre scénariste et réalisateur, et le réalisateur va voir le scénariste et lui donne aussi sa vision, et le scénariste challenge aussi la vision, il dit mais attention, moi quand j'ai écrit ça, pour moi c'était important que la robe elle soit rouge quand même, parce que je suis en train de faire un lien avec le fait que elle est, j'en sais rien, elle est sataniste. Ouais. Ah ouais, mais c'est un peu lourd quand même. Tu veux pas plutôt, mettons-la blanche, comme ça on casse le code, et voilà, le genre de discussion qu'il peut y avoir entre un réal et un scénariste en pré-production. Ouais. Et le scénariste, bon ok, je vais mettre blanche. Voilà. C'est ça. Ouais, voire même au cast. Finalement, Oui. t'as casté des acteurs ou actrices qui ressemblent pas du tout au personnage. Où tu t'es dit, non mais attends, là le personnage, je l'ai casté, est-ce que tu pourrais un peu modifier ses dialogues ou lui donner un ton un peu plus dans ce style-là? Non mais là, regarde, il a une physicalité qui est tellement imposante, vas-y, on réduit tous ses dialogues et on va modifier quelque chose pour ça matche plus à la réalité, presque, on pourrait dire. Ouais. Hyper intéressant. Pour vous, quel film, quel cinéaste, quel réalisateur, quel scénariste vous a le plus influencé pour votre travail? Ça c'est trop compliqué. C'est pour ça, et avant ça, Il y c'est en pour a- ça qu'on pose ces questions. Il y en a trop, en fait, en vrai il y en a trop, et ça change selon les films, enfin selon les scénarios que j'écris. D'un coup un scénario je peux partir du côté de Scorsese, souvent une de mes références, Scorsese, mais du coup d'un coup je bosse sur un autre sujet où je me dis mais qui c'est qui a un peu travaillé là-dessus, et puis d'un coup boum, c'est Sorkin qui m'y ressort, et puis on peut continuer comme ça. En fait il y en a trop, il y a trop de manières d'écrire, Je crois qu'on pourrait même dire, et c'est aussi un peu le problème, mais est-ce que vous avez vraiment lu ou vous avez vu des films? Est-ce que vous avez lu le scénario? Parce que du coup, on s'est dit, ok, mais qu'est-ce qui vous a inspiré? Mais en fait, on a vu le film, mais on n'a pas lu le scénario. Ouais. Les films qui a eu en plus un montage, enfin plein de choses qui ont possiblement modifié le scénario à l'origine, qui pouvaient être peut-être une œuvre d'art ou au contraire quelque chose d'incompréhensible, et le film oui, c'est vrai. a transcendé. Et puis il y a aussi plein d'anecdotes de films. Bon, alors ça c'est plus des grosses productions, mais où tu as des scénaristes qui tout d'un coup changent en cours de film parce que la production Il y en a vire la 6, moitié de 7, l'équipe. ouais. Enfin, et puis même le réalisateur change en cours de film. Tu as des histoires de films catastrophes comme ça où Oui, beaucoup. rien qui va, quoi. Oui. Et même pas, des fois, c'est même pas forcément catastrophe. C'est-à-dire, il y a un scénariste qui vient avec une histoire, un script, il a paf. Ça, c'est surtout, on voit ça beaucoup aux États-Unis. Donc, le producteur, il prend ça, il dit, ah, génial et tout, écris-moi une autre version en changeant ça et tout. Le scénariste, il fait une deuxième version. Il lit, il a fait sensiblement un peu la même chose. Hein. Parce que c'est son histoire, parce que il fait, ok, très bien, il le paye. Puis il va y avoir un autre scénariste, il fait, écoute, tu peux me réécrire ça comme ça, comme ça, comme ça. Deuxième scénariste qui fait la passe. Et il dit, ah, c'est très bien. Puis 3 mois plus tard, il y a un des financeurs qui dit, ah, mais moi, je trouve qu'il y a un problème, avec ce scénario, je l'aime bien, mais machin. Et là, le producteur va avoir un troisième scénariste, il fait, écoute, tu pourrais m'apporter un petit peu de comédie, parce que je sais que toi, c'est ton truc et machin. Et des fois, t'as des montages d'écriture comme ça. Toi, t'as le réac qui arrive en disant, mais moi, je vais vous réécrire un peu ces Oui. dialogues. Ouais, c'est ça. Et donc, des fois, t'as 7 scénaristes différents. Et du coup, parce qu'on parlait de business, on parle un peu de business de cinéma, là, du coup, là, les scénaristes se battent pour le crédit aussi. Qui aura le crédit? Vous voyez écrit par. Mais il y en a combien derrière qui sont passés sur le truc? Et à combien à quel niveau ils sont passés dessus? Peut-être que moi, j'écris un scénario, que je travaille avec lui, il réécrit toute une autre version. Ouais. Et je garde le crédit. Imaginons que c'est ça. Bon, bah, au final, qui saura qu'on a été 2 sur le coup? Et il y a des scénaristes de l'ombre comme ça. Des gens qui sont quasiment jamais crédités. Il y en a beaucoup, ouais. Ouais. Et on sait qu'ils sont très bons. Ouais. Et du coup, on leur envoie, vas-y, améliore-moi ça. Des dialoguistes, par exemple. Ouais. Mais parce qu'il y a là, une vous question parlez- d'ego, en fait. Oui. Ah ouais. C'est le Et problème. l'argent aussi, parce que En t'as fait, les royalties. Le film, c'est l'idée de qui? Pour vous? Bah, en fait, moi, très longtemps, naïvement, adolescent, j'ai cru que c'était le réalisateur. Ouais. Et tu sais, à cette époque, j'étais à Tim Burton, j'aime trop, parce que à cette époque, il y avait des... Et puis tout d'un coup, j'étais, mais en fait, Tim Burton, il a juste été producteur dans ce film.
Et tu te dis, mais c'est dingue, ils ont recréé un univers à la Tim Burton, tu vois, au niveau des costumes, etc. Tu vois que c'est pas du tout Tu penses à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, par exemple, déjà, où là, il était producteur et pas du tout à la réal, mais même d'autres films, tu vois, enfin, ouais, ça m'avait un peu... Attention, parce que le rôle de producteur est pas pareil aux États-Unis que chez nous, et c'est un peu différent aussi. Mais il peut très bien avoir eu l'idée originale. Dans le cas de Tim Burton, en plus, vu que c'est un méga créatif, il peut bien avoir eu l'idée, avoir fait plein de croquis. Et ça, c'est un crédit sur l'idée originale. Vraiment, exactement. Et du coup, il a construit un univers. Et le problème, c'est qu'il doit tourner Mars Attack. Et puis, en plus, il est pris sur... Enfin, non, bref. C'est des gens qui ont des vies chargées. Oui. Et donc, il va voir son pote scénariste qui connaît super bien et qui fait de l'excellent boulot et qui le connaît par cœur. Écoute, je te paye et tout, tu peux écrire ce truc-là. Et en fait, c'est un projet qu'il veut faire, c'est juste un autre canal. Mais il sera pas scénariste dessus. Il sera d'après une idée de Tim Burton. Et après, il y a le marketing qui arrive dessus. Comment mieux vendre ce film. Mais Tim Burton que Roger Dubuis que personne ne connaît, tu vois. Moi, j'aime bien ta question parce que c'est clair que des fois, c'est une idée originale du grand-père du scénariste et puis machin, bien sûr. Mais moi, je trouve aussi que des fois, enfin assez souvent, quand je discute avec des amis qui ont réalisé, etc., c'est souvent quand même, eux, ils ont eu une idée, mais au final, c'est peut-être 4 personnes qui se mettent ensemble et qui construisent l'idée finale. C'est pas une personne qui va se dire ah bah moi je suis scénariste, j'ai eu l'idée de base et basta. Puis après t'as le réalisateur, il a dit non ça c'est moi qui ai eu l'idée. C'est plus genre par exemple là je vous disais avant que moi je suis en train d'écrire un long métrage avec mon meilleur ami, mais en fait s'il était pas là, jamais de la vie ça irait dans ce sens-là. Et je suis très heureux du coup qu'il soit là avec moi parce qu'il il ouvre des portes que moi j'arrive pas à ouvrir et moi j'ouvre des portes que lui n'arrive pas à ouvrir. Et du coup ça rend ce scénario très complet en fait. Alors je parle pas de la qualité parce que je suis pas scénariste de métier. Il a dit avant que tu pouvais pas avec ton cours que tu as payé 1500 balles. Mais j'ai rien payé du tout. Mais par contre c'est Martin Scorsese, une des masterclass de Martin Scorsese. Est-ce que ça compte Elle est incroyable la masterclass elle est trop bien. Martin Scorsese. Ouais, justement c'est là-dessus que ça m'a donné en fait envie. Mais je comprends. C'est vraiment inspirant pour le coup. Et puis Robert McKee là ça m'effraie quoi. De quoi? Mais masterclass, tu les as pas regardé? Mais en fait ce qui est rigolo c'est que justement après promis enfin on revient à ce que tu disais c'est que je sens que ça t'énerve. On nous vend du rêve. On nous vend en fait le métier de scénariste, c'est un métier de l'ombre. Comprendre. Aujourd'hui, en tout cas. Maintenant, ça revient un petit peu à la série, c'est un peu changé, c'est un peu revenu devant, mais c'est pas quelque chose de marketing. Le cinéma, c'est un business, donc ça marche par marketing, donc par tête d'affiche, machin et tout. Donc forcément, quand vous êtes strictement invisible et tout, vous êtes très en bas et on vous efface. Et en fait, les gens qui vous proposent sur Internet en disant non mais là, écoute, si tu fais ça, tu deviens une star internationale, c'est faux en fait. Bah oui, c'est strictement faux. Pourquoi? Parce que déjà. Mais c'est pas ce qu'il fait Scorsese. Non. Je respecte Scorsese, il n'y a aucun problème. Mais je sais que Mackie le fait quand même beaucoup de non mais là, suivez, etc., devenez le number one d'Hollywood, etc. Et tu fais, mais déjà, mais ça c'est tiré par les cheveux. Et en fait, c'est comme si En fait, vous savez, c'est comme si des critiques ou d'analyses de scénarios se mettent à écrire des bouquins sur comment faut faire. Et c'est là où parfois ça devient juste un business. Bien sûr. Et c'est dommage parce que ça vend du rêve en disant que c'est facile et qu'il suffit d'eux et que non, en fait, c'est comme tout métier, il y a un apprentissage. Après, je pense qu'on peut décorréler aussi la pratique de l'écriture scénaristique au business. Franchement, c'est ça. Tu peux aussi écrire toute ta vie sans en vivre et t'éclater dans ton écriture. Je sais que c'est même généralement. Mais voilà, mais oui, généralement c'est d'ailleurs ça. Je voulais revenir à ce que tu disais. Mais c'est aussi pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, je suis d'accord avec toi. Je comprends ta frustration de ça et tout ça. Après, je pense que c'est plutôt de l'éducation auprès des gens qui vont aller regarder ces cours-là. Tu vois, si on parle un peu de ça, des gens qui pensent que avec 10 classes, ils vont pouvoir être le prochain à Hollywood, etc. Si je prends mon exemple, moi, c'est pas ça que je recherche. Moi, je recherche un peu des tips ou des trucs chez quelqu'un qui m'inspire et que je trouve hyper bien fait. Mais je sais que moi, j'ai pas envie de devenir scénariste, typiquement. Et je sais que c'est un métier à part entière et je respecte. Pourquoi t'écris ton long? Parce que c'est une expérience. Mais tu vois le truc.
C'est que c'est là où tu te dis, ben, si tu veux pas devenir scénariste, mais que tu veux devenir réalisateur, fais écrire ton film par un scénariste et Bah non. réalise-le. Bah non, parce que oui, mais je vois ce que tu veux dire. Sauf que moi, en fait, je sors des sentiers battus, dans le sens. Je pense aussi, et là, c'est mon avis, mais je pense que le milieu du cinéma a trop souvent, pour tous les domaines, hein, pour tous les rôles, etc. Comme tu disais avant, c'est une grosse industrie, c'est vraiment une grosse bête. A trop souvent mis un truc un peu d'élitisme et de si tu veux faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois être ça, tu dois passer par ça, etc. Moi, j'y crois pas. Dans le sens que pour moi, tu peux passer par un endroit si tout d'un coup tu as envie de le faire. Par contre, où je veux en venir, c'est que en fait, pour moi, c'est l'expérience. Je sais que je veux pas faire scénariste, tu vois, pour le moment. Mais moi, c'est l'expérience de me dire, en fait, ça m'intéresse. Il y a quelque chose qui me titille, il y a quelque chose qui est en. Voilà. Bah oui, Mais après, ça veut pas dire que je vais le faire de mon côté et tout. Moi, c'est plus dans une approche. Après, peut-être je vais en parler avec des amis qui sont scénaristes, un peu avoir leur retour et tout. C'est plus comme si tout d'un coup demain je me dis ah bah je testerais bien le tennis. Ouais. Tu vois un petit peu. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut que tu y ailles à fond. Et une masterclass, c'est qu'un avis. Et aujourd'hui, franchement, il existe un nombre incalculable de livres sur comment écrire un scénario. Et il y en a plein. Il y en a qui comptent plus, il y en a qui nous parlent plus. Moi, je sais que je suis plutôt de l'école de Lavandier, par exemple, sur la dramaturgie. Mais c'est un exemple. D'autres qui vont dire non mais Snyder c'est génial, etc. Et voilà comment il faut faire le scénario. D'autres qui vont dire que Sid, ben voilà, il faut faire ça comme ça. Mais c'est un type. Mais sauf qu'il y a un moment donné, il y a quand même 2-3 choses à comprendre. Et surtout, c'est savoir mettre en image les idées de quelqu'un d'autre. Mais du coup, si je suis un peu ce que tu veux dire, à quel moment en fait t'as le droit d'écrire un scénario, par exemple dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu veux. Tu fais ce que tu veux, mais c'est comme tu as le droit de construire ta maison. Ouais. Dans le fond. Ouais, mais il y a des gens qui ont appris de leur côté à construire une maison, ils ont demandé rien à personne et puis elle est magnifique. Mais en fait, généralement, quand tu fais ça, c'est aussi le métier, tu sais. En fait, oui, tu peux apprendre à être photographe sur YouTube, mais ta première série de photos, tu te seras sûrement bien débrouillé. Tu aurais passé 200 heures à faire ce que tu aurais pu en faire en 20. Et ce sera... En fait, tu vas découvrir tous les pièges du milieu. Ah bah ouais. Moi, la première fois que j'ai monté ça n'a rien à voir, mais un van aménagé, j'en ai aménagé 3. Je peux te dire que le premier que j'ai aménagé et le troisième n'étaient pas les mêmes. Et le 4e véhicule, j'ai acheté un qui était tout aménagé. C'est l'expérience empirique. Non, mais il y a l'expérience humaine de faire avec un ami quelque chose qui est totalement valable. Mais la réalité est que en fait, s'il y a des professionnels dans un domaine, ils le sont devenus avec le temps. Tout à fait. Tu vois, c'est pas inaccessible pour moi, mais il y a bien une raison pour laquelle, à un moment, t'es devenu professionnel. Bah c'est franchement, moi c'est pas mon but de sacraliser aussi le métier de scénariste. Hein. Moi je suis devenu scénariste parce que j'ai beaucoup écrit. Et quand je dis beaucoup écrit, c'est vraiment beaucoup écrit, et beaucoup écrit des trucs extrêmement mauvais. Mais d'une platitude, je sais peut-être pas le mot, incroyable, des trucs irréalisables, des trucs où j'ai réalisé derrière et je me dis on comprend rien, et après je me suis rendu compte que c'était le scénario, et j'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Et ensuite, après, quand j'ai cru que je commençais à avoir un certain niveau, je me suis confronté avec des scénaristes qui en avaient un beaucoup plus élevé que moi, et qui m'ont montré à quel point, en fait, pas du tout. J'étais un petit bébé. Et du coup, j'ai écrit encore, et des longs, et plusieurs, etc. Et puis je me suis attaqué à la série, et j'ai écrit des trucs mauvais. Et plus j'avançais, moins c'était mauvais. Et maintenant, j'arrive à un stade où je ne suis pas excellent non plus. Mais je suis pas mauvais. Et surtout, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé... le chemin parcouru. Donc j'ai envie de dire, en réalité, qu'est-ce qui te donne la carte? C'est la pratique. T'écris. Mais toi, il y a quand même de la pratique. Et je crois que c'est une volonté chez beaucoup de réa du long. Tu vois, c'est un peu la quête. En disant, OK, il faut que je fasse un long parce que c'est comme ça que finalement je peux exprimer plus longuement mes idées et que c'est reconnu plus facilement que le court-métrage, etc. Il y a une sorte de reconnaissance, un peu d'image de soi. Et le truc, c'est que c'est comme si tu décides de construire un building de 150 étages demain. Et donc, parfois, ça me paraît ambitieux et ça me dérange pas du tout l'ambition.
Mais là où je me dis, c'est ok, si tu as cette ambition, trouve quelqu'un qui Mais- pourra t'aider à le mais monter parce aussi que, haut, parce que quoi. t'as une réflexion qui est pragmatique. Moi, je comprends la tienne à part ça. Hein. Parce que si maintenant je dois écrire un long métrage et que dans ma pratique scénaristique, j'ai écrit 2 courts métrages et voilà mon expérience et j'ai la chance de réaliser un long métrage, je vais pas si je l'écris moi, c'est un peu enfin je peux le faire, mais c'est un peu harakiri. Je vais aller voir un scénariste et en tout cas j'essaierai d'aller voir un scénariste expérimenté parce que je pense maximiser mes chances C'est ça. à l'écrit de raconter et c'est là C'est ça. je suis d'accord avec toi. C'est quelqu'un Mais- qui aurait vu plusieurs genres, etc., qui va pouvoir vraiment te Oui, mais challenger t'es pas sur. obligé de passer par là non plus. Tu peux aussi. T'es pas obligé. Mais je pense que ça passe par la pratique. Mhm. Voilà, moi je dirais, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que, ok, les publicités mensongères et tout, moi aussi, hein, je suis le premier à les dénoncer. Tu deviens pas scénariste en 8 séances, il a raison. Mais c'est pas non plus C'est une pas inaccessible sphère non plus, hein. inaccessible, le truc Mhm. qui n'existe pas. Non. J'ai envie de dire, c'est Herzog qui dit dans une masterclass, pardon, mais il dit, on lui pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire de bons scénarios et faire des bons films, et il répond, je vais aussi vous limiter. Read, 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 and read. Voilà. Ouais. Mais en fait, il a tout dit. Ouais. En gros, exerce-toi, quoi. Et ça, c'est important. En fait, il faut lire des scénarios. Mais oui, Et le truc, c'est qu'il ne faut pas regarder des films, il faut lire des scénarios. les deux. Et c'est particulier parce que, où est-ce que ça se trouve? Ouais. On va dans les librairies ou peu importe, on demande des scénarios, on fait non. Par contre, on a des bouquins qui nous disent comment l'écrire. Ça, c'est super intéressant Mais, de lire des scénarios. Par contre, ouais. vraiment, ça améliore, ça nourrit beaucoup sa propre écriture. Et en tout cas, dans mon cas, ça m'a permis de faire grimper mon niveau Ouais. de manière assez exponentielle depuis que j'ai commencé à faire ça. c'est comme une expédition de peintre ou de photo en fait. Soudainement, on voit ce que font les autres et on commence à comprendre comment ils l'ont fait. Mhm. Après, on s'essaye 2-3 choses, mais oui, dans ton cas, après, je sais pas qui est cet ami, mais je recommanderais chaudement en fait, de jouer le jeu. Je pense surtout sur un premier film, de jouer le jeu en disant, ok, je prends un scénariste, même qu'il soit expérimenté ou pas, peu importe, mais je prends quelqu'un qui a déjà, en tout cas, la volonté de faire ce métier-là et qui a quelques clés pour essayer d'orienter tes idées dans une certaine forme de structure. Et de jouer le jeu en disant, mais moi, je vais le réaliser après. Et donc, de s'en émanciper un peu en disant, vas-y, écris-moi quelque chose par rapport à ça et de ta proposition, il y a des choses où on ne sera pas d'accord. Mais à la fin, c'est toi qui le réalises de toute façon. On a un podcast où on parlait un peu de ça, c'est sur la théorie des 10 000 heures, tu sais, pour devenir un expert dans un domaine. On vous le mettra en lien à la fin de l'épisode. Je pense que c'est intéressant aussi parce qu'on parle dans peu importe le métier. Hein. Moi, je sais que j'étais un moins bon photographe il y a 10 000 heures que ce que je le suis maintenant, très probablement. Et dans à peu près tout ce qu'on réalise dans nos vies. Mais carrément. Mais je suis d'accord. Mais Et surtout que je suis d'accord avec toi. même tes courts-métrages, moi, je les ai trouvés super. Lesquels? Ceux que tu as sur ouais. YouTube. Parce que tu t'es informé comme ça. Toujours. Ah, je Toujours. Je regarde toujours ce que font les gens pour savoir. Et les plans que tu fais, ils sont touchants et tes propos, ils sont touchants. Et je me dis, mais tu as quelque chose à raconter. Ok, Là, il y a un scénariste qui est en train de te faire du non, pied mais sous la table, tu vois. T'as quelque chose à raconter, L'emphase. donc trouve quelqu'un qui va t'aider à le raconter plutôt que de tout vouloir faire toi-même. Voilà, je pense. Mais c'est comme dit Vincenzo, c'est tellement personnel. Et Ouais, Ouais. il y a un milliard de manières de faire. qui suis-je pour reprocher à quelqu'un de vouloir écrire un long? Ok. Merci. Pour passer un petit peu à la suite, comment vous décririez l'évolution de l'industrie du cinéma depuis, je dirais, une vingtaine d'années? Alors, bon, moi je bossais pas il y a une vingtaine d'années, du coup c'est compliqué. Je connais un peu le milieu dans lequel j'évolue aujourd'hui. Je pense qu'il faut pas mentir aux gens. C'est compliqué et c'est très difficile. Et c'est difficile d'en vivre. Et c'est même très difficile d'en vivre. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est pour ça que j'aime bien avoir plutôt un discours sur la pratique même de l'écriture scénaristique plutôt que sur le business du scénario, parce que ce que je trouve incroyable avec le scénario et ce qui est très gratifiant, c'est que tu as besoin de tes mains, ton cerveau et un bout de papier. Imaginons ça, c'est Tarantino qui dit
que pour lui c'est un rituel d'écrire. Il va à son café habituel avec son stylo, il fait ça pendant des semaines et c'est son moment à lui. Mais en réalité, même si on connaît pas Tarantino, même si c'est un gars inconnu, bah, il aurait pu prendre son kiff à écrire son truc. C'est pour ça que j'insiste pas mal là-dessus. Après, le business de l'écriture, c'est un peu comme le business de la réalisation. Ouais. C'est vraiment très compliqué de pouvoir en vivre. Ouais. En Suisse, en tout cas, Ouais, qui est un petit marché. Mm. C'est parfois contradictoire parce qu'on vit dans un monde d'images de plus en plus. Et donc on se dit que on a besoin de tous les gens pour faire des images. Mais en fait, on se rend compte que avec la technologie avançant, on a besoin de moins en moins de gens pour faire ces mêmes images, mais pour en produire toujours autant. Finalement, l'évolution qu'on a vécue en 20 ans, c'est on est passé de notre bonne vieille télévision avec le rendez-vous au cinéma. Et il y a toujours un dialogue entre cinéma et télévision, puisqu'un film arrive au cinéma en grande pompe et finit malheureusement sur la télévision. Mais en fait, heureusement qu'il finit sur la télévision parce que ça génère des droits d'auteur qui vous reviennent. Et que c'est le parcours classique. Après, il y a eu finalement un peu l'avènement des plateformes, même avant les séries. Non, peut-être les séries avant. Les séries ont commencé, etc., avec ce rendez-vous où soudainement, on se retrouvait, je sais pas, moi je crois que les premières séries, ouais, c'était mes bandes de potes, on se retrouvait pour regarder Game of Thrones au moment où c'était proposé à la télévision et c'était un échange, etc. Et c'était l'époque où on était encore social pour regarder des films. Puis ensuite, il y a eu les plateformes et là, ça a encore rebattu les cartes avec une demande, mais exponentielle de contenu. Soudainement, il fallait plus seulement des histoires, il fallait du contenu, parce que, en fait, les gens se sont habitués. J'ai le sentiment, en tout cas très subjectif, que le but c'est de regarder les choses sans avoir à réfléchir là, maintenant, tout de suite, l'immédiateté. Alors que le processus créatif, on en discute depuis tout à l'heure, ça prend vachement de temps. Ça prend 20 ans pour faire cette photo, ça te prend 3, 400, 10 ans pour faire un film, etc. Là où les gens l'ont regardé vite fait en 1,5 de vitesse, etc. pour le consommer. Et ça, je pense que notre rapport à l'image a changé là derrière. Qu'on a tendance à vouloir que ça aille vite, alors que le cinéma, c'est quelque chose qui est lent, ou en tout cas qui offre une expérience pendant un temps, où on va devoir lâcher son attel, on va devoir... ok, on peut prendre des pop-corn, admettons, mais en tout cas, on va devoir être concentré vis-à-vis d'un écran. Alors que maintenant, on a ça chez soi, on a ça sur son attel, on regarde ça dans le bus, et ça change les attentes du public. Alors... L'argent, en fait, c'est le monde du cinéma, il est souvent quand même financé avec de l'argent public, ça il faut le dire. Et cet argent public, il y en a un certain montant. Comme dit Vincenzo, on est beaucoup à le vouloir. Et depuis 30 ans, si on parle que de la Suisse, la somme globale allouée au cinéma augmente pas forcément. Non. Alors que tous les salaires augmentent. Je crois que s'il y a des producteurs ou productrices qui nous écoutent, je ne veux pas dire de bêtises, mais une différence de 30%, je crois. Il y a 30% de coûts supplémentaires, mais pas eu d'augmentation de 30% dans les budgets. Ouais, exactement. Et donc, on se retrouve en fait 30 ans dans une situation où il y a moins de possibilités de faire de films financés de la vieille manière qu'il y a 30 ans. Mais en parallèle, ça je reviens aussi là-dessus, aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile que de créer des images. Ça est devenu accessible. Avant, pour pouvoir faire un film, il fallait avoir une caméra, il fallait pouvoir acheter de la pellicule. C'était pas accessible à tout le monde. Ça s'est démocratisé et du coup, c'est démocratiser aussi tous les points, les différences de points de vue. Alors après, on peut être d'accord ou pas avec des points de vue sur les histoires qui sont racontées. Il y en a qui me touchent pas du tout, mais ce que je trouve intéressant, c'est que je sais pas si j'aurais pu faire du cinéma il y a 40 ans, par exemple. Moi, en tant que fils d'un milieu ouvrier, qui avait pas vraiment accès à tout ça. Moi, personne n'était dans le cinéma dans ma famille, personne n'était dans l'artistique d'une manière générale. Et je sais que je suis dans une époque où je me retrouve où je suis aussi grâce à l'époque. Je sais pas si j'aurais pu le faire il y a 30 ans. Pour prendre un truc plutôt positif aussi. Et en même temps, tu te retrouves confronté, on se retrouve confronté du coup à
pas une concurrence énorme, mais disons, il y a si. beaucoup de gens qui sont là. Même la photo, c'est la même chose entre le moment où voilà, il y avait la pellicule, il fallait développer, ça coûte un coût. Maintenant, on est là avec nos natels à faire des photos, en veux-tu, en voilà. Ils ont fait quantité de films hyper rigolos vis-à-vis de ça, où maintenant n'importe qui est photographe et fait des photos à foison. Mais et je crois que c'est ça qui différenciera toujours un petit peu dans ce milieu-là entre les gens qui veulent raconter des choses et qui ont un plaisir à le faire, mais pour vouloir en vivre, en tout cas en Suisse, c'est compliqué. Mais c'est pas impossible. Qu'est-ce que vont être les sources de financement du coup pour pouvoir vivre de ce métier-là? La télé, pour moi. En tout cas, en tant que scénariste. Pour moi, Alors, il y a différents canaux. Il cite la télé parce que c'est forcément l'apport en argent le plus rapide. Quand vous parlez de télé, ça veut dire des séries télé. Des séries télé, ok. C'est ça. Ouais. Pour être concret, vous avez une série. Je caricature un peu, hein, mais vous avez une série, vous trouvez un producteur de la place qui vous suit dans votre série, vous allez pitcher votre série à la RTS. Et si la RTS dit oui, elle débloque des fonds directement pour que vous commenciez à écrire. Et donc, on est sur, à partir du moment où vous avez pitché, je sais pas, un mois plus tard, c'est parti, quoi. Donc, c'est pour ça que, et ça fait du revenu assez rapide. Ça, c'est un canal rapide. Le deuxième canal, c'est le cinéma. Donc, l'exemple du cinéma, c'est maintenant, vous voulez écrire un long métrage, vous écrivez votre traitement ou votre long métrage, vous allez trouver un producteur, et votre producteur, il va essayer de débloquer via l'Office fédéral de la culture de l'argent pour que vous développiez, vous écriviez. Ça s'appelle l'aide au développement. Mais pendant que vous développez, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour que vous écrivez. Il faut travailler ailleurs. C'est ça. Et donc, il y a, comme je disais avant, il y a un gap budgétaire, ce qui fait que il y a beaucoup de demandes et peu de financements qui sont alloués. Du coup, vous avez plus de chances de vous retrouver à écrire gratuitement votre long métrage plutôt que d'être financé pour le faire. C'est le cas. Mais après, il faut savoir qu'une fois que le film se fait, vous êtes payé pour le scénario que vous avez écrit. Donc en fait, quand vous allez chercher un financement, vous allez chercher une avance, si vous voulez, sur le financement final du film. Je ne sais pas si je perds un peu les gens. Ça veut dire que vous produisez des heures de travail dans l'espérance d'un jour qu'il y a une rétribution de ces heures, mais ce n'est pas garanti. Non, c'est exactement ça. Et c'est ça. Et c'est pour ça que le métier de scénariste, c'est quelque chose parfois d'assez fou parce que, je sais pas, on a une flamme pour tenir. Et un entourage aussi qui nous soutient. Parce que tôt ou tard, et je pense c'est aussi parfois la plus grande désillusion de ce rythme financier justement qui est un peu en dents de scie. La plupart du temps, il y a des phases de chômage, etc. En Suisse, il y a un système de chômage qui est un peu particulier pour les artistes aussi, etc. Pour les aider un peu à passer ces moments-là entre deux projets où soudainement, il n'y a pas l'argent qui vient. Vous avez raté la demande à une commission, il faut attendre 3 mois de plus. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 mois? Vous dépendez du chômage. Et ça force aussi à être pluriel sur ses projets. Oui, c'est ça. On écrit une série, 2 longs métrages, on est en train de tourner, etc. pour que quand il y a un projet qui se fait, l'argent rentre. Les autres. Et ça pousse les autres. Et parfois c'est chronophage. C'est fou, tu te dis, si tu le rapportes à un autre boulot, tu te dis, ton plombier qui vient dépanner chez toi, tu te dis, si dans une année ça tient toujours, je vous payerai, quoi. Non, mais tu penses à ça parce que sinon, c'est compliqué. Et puis, là, vu que je suis un amoureux du cinéma et aussi du cinéma suisse, et comment il peut s'élever, comment il peut s'améliorer dans sa propre pratique. Et tu as cité un truc avant qui pour moi est essentiel, c'est le temps qu'on passe sur les choses. Un problème qu'on a par exemple en Suisse par rapport, et citons les États-Unis, c'est que les États-Unis ils tournent beaucoup. Et c'est compliqué de devenir un excellent réalisateur quand vous tournez un court métrage tous les 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la même chose pour le scénario. C'est compliqué d'améliorer son style et son écriture si vous écrivez pas tout le temps. Le problème, c'est qu'écrire, ça prend du temps. Et du coup, avec un système où vous vous retrouvez à devoir chercher des jobs alimentaires qui, des fois, vous obligent à prendre des 80%, vous réduisez le temps disponible pour l'écriture et du coup, vous réduisez la courbe de progression générale des auteurs en Suisse. Voilà. Et donc le problème du manque de financement, au-delà du fait qu'on écrit dans le vent souvent, en fait on s'améliore. Moi j'aime pas dire qu'on écrit dans le vent parce que chaque fois que j'écris je m'améliore.
Mais d'avoir des restrictions budgétaires fait que le niveau global, il peine à évoluer parce que écrire, ça devient vouloir en vivre. Ouais, c'est pas ça. impossible, mais ça veut dire Ouais. être presque à moitié clochard. Je veux pas exagérer, mais Et puis tu dois être bon dans pas vachement loin. de choses parce que il faut que Ouais. tu sois bon finalement après. Tu vas écrire une comédie parce que c'est ce qui marche en ce moment. Alors tu te dis, bon, je vais me mettre à écrire de la comédie, tu n'en as jamais fait, donc il faut que tu apprennes. Après tu dis, attends, mais bon sang de bonsoir, là effectivement, la RTS, elle permet à des scénaristes d'avoir de l'argent tout de suite. Bah, je vais me mettre à la série. Et ensuite Ouais, tu oui. dis, ah ouais, il faut que je réapprenne à comment on écrire une série. Mm. Puis ensuite tu dis, non mais là j'ai quelqu'un qui est en France, il me dit, non mais là écoute, ton film de SF, on va le faire, ça va être possible. Attends, il faut que j'apprenne à écrire Et petit à petit, à chaque fois, c'est des apprentissages tout le temps de typologie, de manière d'écrire, selon le temps aussi, parce que, bon, à nouveau, on ne le redira jamais assez, un scénariste doit bien être conscient du marché dans lequel il évolue, pour ne pas justement courir après, un peu c'est quoi l'écrivain maudit, non, en disant j'ai écrit un film, mais personne ne le veut, je ne comprends pas, et en fait on dit bah ouais, mais parce que c'est pas parce que l'idée est mauvaise, mais c'est parce que là Correspond pas à ton marché. ça correspond pas à ton marché. Ouais. Et le plus difficile, eh bien, c'est que parfois il y a des bonnes idées qu'on a qui marcheraient dans 2 ans parce que c'est le moment. Et 4 ans après, on est passé à autre chose. Et quand vous recevez cette idée, vous faites bah non, en fait, mais non, on fait plus ça. Mais c'est le temps que ça vous a fallu pour la C'est pour ça que c'est des métiers de passionnés absolus. Mais je mets la réalisation Avant dans tout. le même, dans le Ah ouais. même panier. Hein. Ouais. C'est, faut avoir. Il parlait de la flamme. Moi, je dis même, il faut le feu sacré. Hmm. Sinon, c'est pas possible. Sinon, Ouais. en fait, et même, on en a pas parlé, mais il y a la vision des gens autour aussi, de la famille, des amis, de la société, Oui. qui comprennent des fois, et je comprends, qui comprennent pas. C'est un peu bizarre. Personne peux- ne comprend, ouais. T'as une personne, par exemple, qui bosse en banque et qui se rend compte que, par exemple, fait les mêmes heures de travail que toi, voire moins, et ça va, financièrement, pas de problème. Toi, tu bosses comme un psychopathe et t'es même pas sûr de pouvoir simplement payer tes factures. C'est vrai qu'il y a un côté un peu... moi, je dis souvent avec un ami aussi scénariste que je salue, Damien Mazza, qui dit souvent on est foutu. Pour faire ce métier-là, il faut être C'est vrai. foutu. Et une fois que tu t'es foutu, C'est vrai. Et puis là, bon, on le sait tous, les IA viennent aussi rebattre un peu les cartes. Oui, Mais en plus, comme une nouvelle technologie qui arrive et qui rend accessible quelque chose d'une manière encore plus simple, en fait, où n'importe qui peut se dire, mais pas de souci, je me lance là-dedans et ça va me produire. Mais en fait, c'est que c'est pas la matière qui est difficile à faire, c'est sur la durée, en fait, maintenir son idée sur la durée, se confronter à plein de gens différents qui vont nous dire non, mais résister. Et je suis d'accord, il y a 1000 manières de faire un film. On peut passer par des financements publics, passer au contraire par l'autoproduction parce qu'on décide de le faire avec les moyens qu'on a. Mais ça part toujours de cette volonté d'arriver jusqu'au bout, de cette flamme en fait. Là où personne n'y croit sauf nous. Comment vous voyez l'évolution de votre métier pour les prochaines années? Bien. Mais encore vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de l'IA, de plein de choses en général. Tu as mentionné avant l'IA, mais Bah, je pense que il y aura toujours besoin de gens pour écrire des histoires, pour les mettre en image. Il y a toujours il y a de plus en plus de demandes de contenu et ça va continuer. Donc le métier, il est pas, pour moi, il est pas à risque. Il va rester là. Mais par contre, pour parler de notre situation en Suisse, ça va continuer à être aussi compliqué et difficile. Peut-être qu'on fera partie des gens qui vont réussir à en vivre, peut-être pas. Je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est, je sais pas s'il y a des auditeurs qui se posent la question, ah tiens, est-ce que moi j'ai toujours aimé écrire ou réaliser? C'est pas moi, c'est un peu pareil aussi dans la même mécanique. Voilà, je vais en faire mon métier, je vais me lancer, ça sera ma vie. Ok, c'est méga noble, mais il faut aussi se rendre compte de ce que ça veut dire en fait. Il y a un petit côté, quand je disais avant on est foutu, c'est tu sacrifies un peu ta vie quand même. Hein. Ça devient ta vie. Et du coup, t'acceptes que bon bah c'est un peu le comment dire ça, le symbole de l'artiste. Il y a plein d'artistes qui ont pas eu de reconnaissance de leur vivant et qui ont pas vraiment pu vivre correctement de leur vivant, et maintenant par contre on achète des tableaux à des millions. Bon bah
ou pas. Aussi, il y en a plein d'autres qui ont été effacés de l'histoire, qu'on n'a jamais connus et qui étaient peut-être très brillants. C'est des métiers compliqués. Mais écrivez, c'est super. En fait, ouais, moi je serais moins pessimiste que ça. Moi je pense qu'il y a un avenir de toute façon à écrire des histoires. Parce que justement les formats se multiplient aujourd'hui. Parce qu'on invente des nouveaux formats. Je sais pas, on pourrait parler de la VR par exemple. Ok, on peut soudainement écrire pour la VR. Qu'est-ce que c'est écrire une histoire qui se filme en 360, tatati. C'est juste des nouveaux moyens de narration. Il y a toujours besoin de gens qu'il faut derrière pour écrire. Moi, je sais que pour devenir scénariste, en fait, il faut comprendre que c'est un métier relationnel, l'on doit se mettre au service d'autres gens et qu'il faut réseauter. Et donc finalement, le choix de l'école est déjà un choix important parce que l'école offre un réseau, offre une image, etc. Et ça veut dire que si on s'engage là-dedans, eh bien, les gens avec qui vous allez être pendant votre volet, finalement, c'est votre premier réseau. Et c'est ces gens-là que quand ils vont réussir et quand ils auront besoin de gens, eh bien, ils vont vous appeler. Et ça fonctionne comme ça. Finalement, moi, aujourd'hui, je travaille avec des gens avec qui j'ai fait aussi mon école, etc. Et c'est ça qui forge. Maintenant, c'est sûr que ça va devenir toujours plus compliqué si la Confédération ne met pas plus de moyens, finalement, dans l'écriture. Ça, c'est toujours une question qui est difficile parce que c'est, à nouveau, on n'a pas l'impression qu'écrire, comment vous faites. Et là, je pourrais mettre ma casquette parce que je suis forcément engagé assez fort politiquement dans le cinéma suisse, au sein de l'antenne romande qui fait partie de l'ARF FDS. C'est un groupe d'intérêt du groupe donc, de réalisateurs et scénaristes qui représentent les intérêts fédéraux. Donc. Et en fait, on se rend bien compte que c'est difficile en fait d'encourager en disant mais écrivez le développement, mais en fait ils se disent non mais attendez là, un scénariste comment je fais pour savoir quand il travaille, mais dans le fond genre parce que ok, vous me dites vous avez besoin de 2 mois, vous n'allez pas me dire que pendant 2 mois vous écrivez tout le temps. Il y a des moments donnés où vous sortez et puis on peut se le dire, il y a quand même 3 jours sur 5 vous êtes en forêt en train de réfléchir à des idées. Bon, je vais quand même pas les payer, hein. Moi je paye quand vous avez le doigt sur le clavier ou que vous êtes en train d'écrire. Et c'est pas comprendre comment fonctionne justement un métier de création où il y a des moments, c'est pas le moment, et il y a des moments on arrive à écrire. Ou quand est-ce qu'on a la bonne idée, ça franchement personne ne peut y répondre. Et donc je pense que là derrière, j'espère que il va y avoir plus d'argent qui va être débloqué un peu dans ces phases de développement parce que ça coûte toujours moins cher de développer un scénario que de produire un mauvais film, quoi. Je dirais. Voilà. C'est vrai ça. Ouais. Mais en tout cas, il y a un peu un consensus quand même, j'ai l'impression. Que ce soit, tu me diras, les scénaristes, les réalisateurs, c'est logique parce que c'est eux qui souffrent de ça le plus. Mais même les producteurs et les productrices sont tous en train de dire il manque de l'argent pour les scénaristes, il manque de l'argent pour le développement, il faut plus d'argent, il faut plus d'argent. Après, c'est toujours pareil, c'est que notre interlocuteur premier, c'est souvent le producteur. Donc c'est souvent à lui qu'on demande l'argent. Et c'est souvent du coup lui qui nous dit qu'il n'y en a pas. Et donc pas sympa producteur. Et lui par contre plus haut il dit il faut plus d'argent pour les scénaristes et réalisateurs. C'est compliqué. J'ai été pendant quelques années producteur aussi et du coup je vois aussi ce que ça veut dire cette position compliquée où il faut pouvoir développer et en même temps tu te retrouves à pas pouvoir payer les gens et il y a ces petites musiques autour où tout le monde dit oui mais bon on n'est pas beaucoup à les payer. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est un peu normal qu'un scénariste travaille gratuitement. Mais quand je dis des heures de travail, des fois c'est des mois de travail. Il y a des projets où je me dis, mais c'est l'équivalent de, je sais pas, 6 mois de salaire plein, tu vois. Ouais. Et là, tu avances un point important, c'est qu'en Suisse, je pense sans doute aussi dans d'autres pays, mais en fait, si on veut vivre en tant que scénariste, il faut avoir plusieurs casquettes. On peut pas faire que scénariste. Donc soit vous êtes scénariste et vous bossez à côté dans un métier alimentaire avec les risques que tu as avancés. Et c'est vrai que tôt ou tard, la vie avançant, tu as besoin de plus d'argent, alors l'alimentaire prend une plus haute place et tu as moins de temps d'esprit pour réfléchir à des choses et créer. Ou alors, tu restes un peu dans ce domaine-là. Et moi, par exemple, je suis enseignant à côté dans le cinéma, donc ce qui me permet de garder un pied quand même dans le même monde, mais de payer mes factures, etc. Et là où d'autres vont se dire moi je vais me spécialiser en montage et je vais être monteur ou monteuse à côté et ça va me permettre un peu de faire les deux. Il y en a qui disent je veux faire réa
Et puis je vais réaliser mes propres. Bon là, ils s'engagent dans un cercle vicieux où tant qu'ils n'ont pas financé leur truc, etc. Mais je pense que la pluralité des métiers vous permet d'en vivre avec les limitations qu'on ne peut pas devenir expert partout et on ne peut pas développer son réseau partout. On sait très bien que les fameux couteaux suisses, il n'y en a pas tant que ça. Mais par contre, c'est intéressant de se poser la question, j'écris, alors pourquoi pas aller en montage parce qu'il y a une notion de rythme. Et moi, j'ai le sentiment aussi subjectif que les scénarios que j'ai lus de monteurs-monteuses, qui sont aussi scénaristes à côté, ils sont souvent bons. Parce qu'ils sont vraiment très très bien calés par rapport à un rythme. Je sais qu'il y en a qui sont aussi dans la musique, etc. Et qui globalement arrivent un peu à à trouver des ponts entre les deux. Photographe, scénariste, peut-être. Après, je ne sais pas si tu recommanderais de ça. Pas sûr. Ouais, ok. Mais est-ce que tu as envie, toi, en tant que réa, par exemple? Est-ce que je vis d'être réel? Ouais. Oui, je le vis. Parce que nous, on est une agence, tu vois. Enfin, et puis le podcast, c'est quelque chose qu'on fait à côté. Mais nous, on travaille dans le corporate, tu vois. Okay. Mais j'en vis pleinement. C'est ma principale activité, bien sûr. Et ça, c'est que ça. Et c'est une très bonne piste. Tout à fait. Ça, mais c'est ce que je dis des fois aux étudiants qui finissent l'école, qui viennent, les stagiaires que j'ai ou comme ça. C'est des discussions qu'on a souvent. Je dis, mais tu préfères... parce que moi, quand j'ai commencé, je servais des cafés dans un café. Puis à côté, j'essayais de devenir réel. Et en fait, maintenant, c'est le cas. J'ai réussi. Mais des fois, eux, ils pensent qu'ils sortent et puis ça va rouler. Puis quand ils vont se faire engager par le cinéma. Ouais, ils vont se faire engager par le cinéma. Ouais, ça, c'est bien. C'est pour ça que je disais avant, il faut... Ouais. C'est des belles idées et tout, mais il faut pas mentir aux gens. Il faut savoir vers quoi on s'engage. Et ça, c'est important. Et ça veut pas dire que c'est pas possible, hein. Mais derrière, vous êtes un peu foutu. Oui. On peut pas faire que ça, ouais. Mais j'avais une bonne discussion avec... j'avais une stagiaire qui venait d'une école... qui est dans le canton de Fribourg, et puis il y a 2 de ses enseignants qui sont venus pour discuter avec moi, comme j'étais son maître de stage, et puis je leur ai... Parce qu'en fait, j'avais eu une discussion avec cette fille, et puis je lui disais, tu veux faire quoi après le stage? C'est un peu quoi tes ambitions? Ah, moi, je vais travailler dans le cinéma. Et puis, je lui ai dit, il faut garder ses rêves, c'est super, mais il faut se dire qu'il y a une réalité aussi de la vie qui est pas évidente, et etc., etc. Enfin, bref. Et puis, du coup, j'ai discuté avec ses enseignants, et puis je leur ai dit, c'est pas la première, je pense pas que ce sera la dernière à arriver et puis penser que demain elle va travailler pour le cinéma, comme tu disais. Donc je disais, en fait, c'est important aussi les plus jeunes, de les mettre au courant que quand ils vont sortir, il y aura une réalité. Ouais. Et moi, souvent, ce que je leur dis, c'est qu'ils vont devoir passer par des moments où, s'ils veulent vraiment faire ça, par des moments moins cool, comme quand tu vas servir des cafés pour à côté aller dans cette passion, ce rêve. Des fois, moi, on me dit aussi, on me remet en question sur le fait que je travaille dans le corporate, en me disant, mais attends, mais tu voudrais pas, plutôt réduire ton taux et puis tu fais tes créations. Puis je leur dis, mais moi, je préfère 1000 fois travailler là-dedans et acquérir des micro-compétences chaque jour, que ça soit dans la clientèle, que ça soit dans tellement de choses, la gestion d'équipe, des choses peut-être moins directement liées à notre art ou comme ça. Mais je préfère travailler dans un domaine comme ça que de me dire je travaille dans un restaurant qui peut être très bien et puis qu'à côté j'essaye de me dépatouiller. Parce que l'avantage de travailler dans le domaine où je suis et puis de développer à côté ce côté artistique, etc., c'est que en fait ça me maintient, ça me garde au bout du jour, éveillé, que ce soit juste techniquement, mais aussi quand tu es plongé dans quelque chose. Mais les budgets, trouver des gens compétents dans la gestion, le temps, gestion du temps, etc. Moi, j'aime bien écouter des interviews justement de Christopher Nolan par rapport à ça, qui travaillait justement, il a commencé comme ça. Aussi. Oui, ouais. Non, vraiment, pour moi, il n'y a pas qu'un seul chemin. Non. Mais ils sont tous extrêmement difficiles. Même celui que tu as choisi. Hein. Il y a rien ne te garantit qu'au final, tu pourras... travailler dans le cinéma. Tout à fait, mais je préfère aller dans cette voie-là. Peut-être que oui. Ouais, exactement. Mais rien ne garantit que la personne qui fait son petit job à côté va travailler dans le cinéma. Ouais. Mais peut-être que oui. Ouais. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Et la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui se disent ça aussi. Et personne... Tout le monde ne deviendra pas des Spielberg, voilà. Ouais. Non, mais il n'y a pas que des Spielberg aussi. Ouais. Il n'y a pas que des Spielberg. Voilà. Mais l'équilibre quand même est important à trouver. Ouais. De sérénité
Ouais. Parce que si justement, moi je trouve que c'est grandiose à ce que vous faites et ça se voit, enfin, que ton plaisir que tu as justement d'avoir cet à côté en plus, ou pas cet à côté, mais enfin en tout cas d'avoir les deux, ça forme un tout. Et parfois c'est ça qui est difficile, c'est ok, on s'engage en tant que métier de serveur ou peu importe, ou de serveuse, et puis même parfois c'est très dur en fait, tellement dur que ça annihile en fait toute l'autre partie. Et c'est là après on est rempli de doutes et on se dit que non, donc il faut trouver ce juste milieu entre je peux vivre de quelque chose d'un peu régulier en fait, avec de l'argent qui rentre régulièrement, et à côté de ça, eh ben, je développe mon réseau de scénaristes. On le dira jamais assez, en fait ça prend du temps. Oui, c'est vrai, Mais je on n'a pense pas que c'est- parlé ouais. du réseau beaucoup, mais c'est peut-être après après l'écriture, Ouais. c'est le truc le plus important, mais vraiment de très très loin. Mais dans tous nos milieux, même en tant que photographe, t'as beau être le meilleur des photographes ou le pire, peu importe, mais en fait, il y a quand même une donnée de temps. Le temps, si Oui. t'es fidèle dans ce que tu produis comme travail, dans tes relations, etc., il y a quand même un bout, après quelques années, tu peux espérer une quelconque retombée. Peut-être que ça suffira pas à payer toutes les factures, mais le temps est vraiment nécessaire. Puis en fait, je pense que il faut pas mentir aux ceux qui découvrent ce milieu et qui rêvent d'aller là-dedans en se disant que en suivant une masterclass en 8 fois, ils vont être embauchés au cinéma, par le cinéma, mais non plus, enfin, que c'est pas non plus inaccessible totalement et réservé à une élite. En fait, on est vraiment à mi-chemin là au milieu, mais ça demande beaucoup de travail et de passion quand Et de même. sacrifice. Et de sacrifice, ouais. Et même les grands ont des problèmes financiers, etc. Des moments où tout s'écroule, leur film s'écroule, leur société se fait vendre, etc. Quand tu as des scénarios justement catastrophes de films où il y a... vous vous rappelez ce film où il y avait l'île qui avait été construite puis qui coule, la Waterworld. Ah oui. Ils avaient construit tout un truc, je sais plus combien, c'est de millions de pertes ou une île complète à couler, le décor en fait. Ouais. Et tu te dis, mais en fait, la ruine que ça a dû être pour le réal, pour la prod, enfin tout quoi. Puis des équipes qui sont sûrement pas payées pendant des semaines alors qu'ils taffent quand même. Enfin, et c'est du Hollywood quand même. Enfin, tu te dis. Ah, mais c'est sûr. C'est peut-être le seul truc. Je me dis, c'est faut s'entraîner. C'est comme un sport. Avant d'écrire, j'ai fait pas mal de boxe et en boxe, on disait, tu donnes 4000 fois ton jab et tu verras, tu le donneras mieux au bout d'un moment. L'écriture, c'est un peu ça. La réal aussi, c'est ça. Et donc, c'est comment trouver un équilibre qui fait que tu puisses donner tes jabs. C'est ça, c'est que si tout ton temps il est pris à faire d'autres trucs, tu vas pas pouvoir écrire grand chose. Et donc, c'est pas que tu vas pas t'améliorer, tu vas t'améliorer, mais ta courbe elle sera lente. Et où est-ce qu'il est le minimum pour qu'on puisse se dire, tiens, je vais te donner de l'argent maintenant pour que tu écrives? Il faut quand même que je pense, écris beaucoup avant. À moins d'être un génie, hein. Après il en existe. Hein. Ça arrive, mais c'est plutôt rare quand Je même. n'ai pas rencontré encore. Mais... Et tu crois pas qu'il y a aussi trouvé, enfin même vous croyez pas, il y a trouvé le moment ou le lieu où vous arrivez à écrire. Ça peut changer, vrai, mais comment? Vous voyez, il y en a, c'est en écoutant de la musique, d'autres c'est en peignant, d'autres En étant c'est alcoolisé. en caleçon sur son canapé, ça y est, je sais pas quoi, l'inspiration. Ça, sous la c'est douche. les process d'écriture. Hein. Ouais. Ça, c'est super intéressant. Ouais. Parce que chacun a ses différents process, mais là où je le rejoins, c'est qu'il faut trouver le sien. Justement, et qu'il faut maintenir avec ce qui arrive à côté. Oui. Plus Créer une après bulle. sociale. C'est comment tu crées ta bulle. Alors ça, c'est tout un chapitre, ça. Comment on crée sa bulle pour écrire, c'est super intéressant. Quand j'avais fait mon école de scénariste, ils nous parlaient d'un truc qui s'appelait le totem. Et je vous partage ça avec vous. Le totem, c'était au début, quand tu commences à écrire, surtout quand tu es débutant, prends quelque chose que tu puisses faire de manière répétée pendant que tu écris. Alors, ils disaient, dans les cours que je suivais, ils disaient, il faut pas que ce soit fumé, par exemple, parce que sinon c'est mauvais pour la santé, et du coup, vous allez vous retrouver à faire un truc mauvais pour la santé beaucoup. Donc moi, à l'époque, je faisais beaucoup de sport, et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire que je fais pas assez? Tiens, boire de l'eau. Je fais pas assez d'eau. Et donc, je m'étais dit, je vais mettre une gourde, et quand je vais commencer à écrire, ou chercher des idées, je vais boire. Au bout d'un moment, il se passe un truc avec ton cerveau, c'est que ton cerveau, il associe le fait de trouver des solutions et des idées en buvant de l'eau. Donc après, j'étais arrivé à un stade où, quand j'étais bloqué, je buvais de l'eau, et ça venait. Okay, Ouais. C'est marrant ça. Et le totem, ils appelaient ça. J'avais trouvé ça Incroyable. super intéressant. C'est marrant. Super. Merci beaucoup. C'était Merci beaucoup. super Merci, intéressant. merci. Merci d'avoir Merci pour partagé ce l'invitation. moment avec nous. Merci à toi, Will. En plus, là, on aurait presque pu partir sur un troisième épisode, vu Ouais. qu'il y avait. Mais bon,
Une prochaine, c'est que partie remise. Si vous êtes arrivé jusque-là déjà, c'est déjà, ça fait, je vois le timer derrière 1h46 qu'on est en train de faire l'émission, c'est super bien. Ouais. Je pense que vous êtes trouvable sur les réseaux, ou peut-être pas du tout. En tout cas, il y aura tout dans les descriptions, bien sûr, comme d'habitude. Donc, allez les suivre pour voir leurs travaux, etc., etc. Oui. Je fais également du consulting et du coaching d'écriture. Voilà. Voilà, je fais mon petit moment pub aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Super. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Et Merci. puis, merci à vous, peu importe où vous êtes. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.